Le tribunal était bondé, mais un silence lourd y régnait, presque sacré. On aurait pu entendre une chaise grincer, un stylo tomber ou même un soupir trembler. Sur le banc des accusés, un garçon de 13 ans attendait. Mince, les épaules rentrées, les yeux baissés vers ses baskets trouées. Il s'appelait Kéron Maty, et aujourd'hui, il devait répondre d'un acte qu'il n'avait pas commis par malice, mais par désespoir. À ses côtés, son avocat commis d'office, un homme à la veste froissée et au trait fatigué, jetait des coups d'œil nerveux en direction du bureau de la juge. En face, la redoutée juge Elvira Monroe, 53 ans, femme à la poigne d'acier et à la réputation sans tache, ajusta ses lunettes et frappa de son marteau. Un claquement sec fendit l'air. L'audience est ouverte. Le jeune Kéron Maty est accusé de violation de domicile. L'avocat se leva aussitôt. Votre honneur, permettez-moi de rappeler que mon client est un enfant. Il n'a rien volé, il n'a causé aucun dégât. Il cherchait simplement un endroit pour passer la nuit. Il avait peur. Elvira leva les yeux sur lui, inébranlable. La peur n'excuse pas l'illégalité, maître Drexler. La loi protège aussi les propriétaires. Nous ne devons pas banaliser l'infraction. Pendant cet échange, Kéron triturait nerveusement l'ourlet de sa chemise usée. La salle retenait son souffle. Puis, la juge s'adressa directement à lui, de sa voix grave. « Kéron, comprends-tu pourquoi tu es ici? Sais-tu ce que cela signifie, entrer chez quelqu'un sans y être invité ?» Le garçon releva lentement la tête. Ses yeux fatigués croisèrent les siens. Il déglutit, inspira, puis murmura. « Je voulais juste un endroit où me sentir en sécurité. Je voulais dormir. Rien d'autre. » Quelques murmures traversèrent la salle, mais ce ne fut rien comparé à ce qui suivit. Kéron inspira de nouveau, et cette fois sa voix se fit plus ferme, plus claire. « Vous êtes ma mère. » Un souffle coupé, un murmure choqué, un vertige collectif. Les mots venaient de tomber comme une bombe, même l'air sembla s'épaissir. La juge fronça les sourcils, visiblement ébranlée. « Qu'avez-vous dit ?»« Vous êtes ma mère, répéta-t-il. Ma mère biologique. » Le silence fut si dense qu'il en devint presque bruyant. L'avocat de la défense recula légèrement, la greffière cessa d'écrire, et les spectateurs échangèrent des regards sidérés. Mais personne n'était plus figé que la juge elle-même. Son visage perdit de sa couleur. Le marteau tomba de ses mains et heurta la table dans un bruit sec. « C'est absurde, murmura-t-elle. » Mais le garçon n'avait pas fini. Il fit un pas en avant, ses poings tremblants. « Je sais que c'est vous. Je le sais depuis que je vous ai vu entrer. Lucinda, ma mère adoptive, elle m'a montré une photo. Elle m'a dit la vérité avant de mourir. » Elvira Monroe resta pétrifiée. Le prénom Lucinda frappa dans son esprit comme un écho venu du passé. Le nom Lucinda s'était échappé des lèvres du garçon, comme une clé qu'on tourne dans une serrure vieille et rouillée. Et à ce moment-là, quelque chose se fissura dans le regard de la juge Elvira Monroe. Derrière ses lunettes strictes, derrière son masque de magistrate inébranlable, un éclair de mémoire traversa ses yeux. Lucinda. Le passé se heurta à elle comme une gifle. Elle revit cette jeune fille, il y a 14 ans. Elle-même terrifiée à 19 ans, enceinte, rejetée par sa famille, incapable d'élever un enfant qu'elle avait pourtant senti bouger dans son ventre pendant 9 mois. Elle revit cette pièce blanche d'un centre d'adoption, le regard doux de l'assistante sociale, la main de Lucinda posée sur le berceau. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Elle vous a supplié de venir me chercher quand elle est tombée malade, » dit Kéron. « Mais vous n'avez jamais répondu à ses lettres. Elle disait que peut-être vous étiez trop importante, trop loin, ou que vous ne vouliez pas qu'on vous rappelle ce que vous avez fait. » Elvira baissa les yeux, fuyant ce regard d'enfant, ce regard qui lui ressemblait tant. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Une douleur aiguë monta dans sa poitrine, une honte vieille de plus d'une décennie qu'elle croyait avoir enterrée sous sa robe noire, ses jugements justes et sa rigueur sans faille. Le procureur se leva visiblement mal à l'aise. « Votre honneur, je crois qu'il serait préférable de suspendre l'audience le temps de... » Des silence, coupa-t-elle froidement.
Sa voix avait repris cette autorité glaciale, mais ses mains, elles, tremblaient visiblement. « Je vais poser une question, dit-elle en fixant le garçon. Avez-vous une preuve de ce que vous avancez ?» Kéron hocha la tête. Il fouilla lentement dans la poche de son sweat et en sortit une vieille enveloppe jaunie. Il la tendit à l'huissier qui s'approcha, la main hésitante, puis l'apporta à la juge. Elvira prit la lettre. Ses doigts tremblaient à peine quand elle déplia le papier. Son regard se posa sur les premières lignes, et l'encre presque effacée raviva d'un coup une vérité qu'elle avait toujours fuie. « Chère Elvira, je t'écris avec l'espoir fou que tu liras un jour ces mots. Kéron est ton fils. Il te ressemble. Il est intelligent, curieux, et il souffre de ne pas comprendre pourquoi tu n'es jamais venu. Moi, je l'ai aimé de tout mon cœur, mais je ne suis pas éternel. Je voulais te le dire avant de partir. » Plus bas, la signature. Lucinda Vera. Et l'encre, comme le souvenir, était trempée de larmes. La juge Monroe reposa la lettre avec une lenteur mécanique. Elle resta figée quelques secondes, puis, dans un geste que personne n'avait jamais vu dans ce tribunal, elle ôta sa toge. Lentement, solennellement. « Je me récuse de cette affaire. » Un frisson traversa la salle. L'huissier ouvrit la bouche, abasourdi. Le greffier tapa précipitamment sur son clavier. L'avocat de Kéron resta pétrifié. « Vous êtes témoin de ce qu'il vient de se passer ?» demanda Elvira d'une voix basse mais ferme. Et puis, elle tourna lentement son visage vers Kéron, et pour la première fois depuis les débuts de l'audience, ce n'était plus la juge Monroe qui regardait l'enfant. C'était une femme brisée, une mère en ruine. « Je m'appelle Ava, murmura-t-elle. C'est mon vrai prénom, celui que j'ai enterré il y a 13 ans. » Le silence s'était abattu sur la salle d'audience, aussi lourd que du béton. La juge, non, Ava, venait de révéler ce nom qu'elle avait fui. Un nom qui portait la douleur d'un passé enfoui, nié, enseveli sous des années de justice impartiale. Elle ne regardait plus un prévenu, elle regardait son fils. Mais Kéron ne bougeait pas. Ses bras restaient croisés, son visage figé. Il fixait cette femme dont la voix était teintée de regret. Il attendait. Ce moment, il l'avait imaginé 1000 fois. Et maintenant qu'il y était, il ne ressentait rien d'autre qu'un vide. Pas de chaleur, pas de soulagement. Juste une absence. « Tu savais que j'existais, dit-il enfin. Et tu n'as rien fait. » Ava hocha la tête. Elle ne chercha pas à se défendre. Ce n'était pas une attaque, c'était une vérité qu'elle devait encaisser. Elle leva les yeux, comme pour chercher un souffle d'air dans ce plafond trop bas. « Je n'étais pas prête, Kéron. J'étais une gamine terrifiée, abandonnée. Quand Lucinda a pris soin de toi, j'ai cru que c'était mieux ainsi, que je pouvais tourner la page. »« Et tu l'as tournée » répliqua-t-il avec une pointe d'amertume, sans jamais me relire. Ces mots étaient durs, mais derrière sa colère, il y avait une tristesse insondable. Il n'avait pas besoin d'excuses. Il avait besoin de comprendre pourquoi l'amour d'une mère pouvait se choisir ou s'oublier. Ava s'avança de quelques pas. Sans sa toge, elle paraissait plus vulnérable, plus humaine. Elle tendit lentement la main vers lui, hésitante. « Je ne te demande pas de me pardonner, mais je veux être là maintenant, si tu me laisses. » Kéron la regarda. Il avait rêvé de cette main tendue souvent. Dans ses nuits froides d'orphelinat, dans les bras de Lucinda, pendant ses crises d'asthme, dans les couloirs de l'hôpital quand elle était d'agonie. Et maintenant qu'elle était là, bien réelle, il ne savait plus quoi en faire. « Vous n'avez pas le droit de revenir quand ça vous arrange. » Le vouvoiement glaça Ava. Il était intentionnel, un mur. Le juge suppléant entra dans la salle, perturbé par l'étrange atmosphère. L'affaire allait devoir être reprise, mais plus rien n'avait vraiment d'importance à cet instant. Kéron rangea lentement la lettre dans sa poche, tourna le dos et descendit du banc des témoins. Chaque pas résonnait dans la salle comme un verdict. Il passa devant Ava sans la regarder. Et dans un souffle à peine audible, il murmura. « Lucinda était ma mère. Vous êtes celle qui m'a laissé. » Et il quitta la salle d'audience. Ava resta seule, figée. Ses bras retombèrent le long de son corps. Elle ne pleura pas. Pas encore. Il y avait dans son cœur une douleur bien plus puissante que les larmes,
celle du vide qu'on a créé soi-même. Elle s'assit sur le banc, là où il s'était tenu, posant sa main, là où il avait posé la sienne. Elle murmura. « Je ne sais pas comment recoller ce que j'ai brisé, mais je ne laisserai plus ce vide t'avaler. » Les jours qui suivirent furent silencieux, mais ce n'était pas un silence doux, c'était celui des cœurs en guerre. Kéron n'était pas retourné au foyer. Il errait dans les rues de Lagos, marchant sans but précis, fuyant un poids qu'il ne savait plus porter. La ville lui paraissait étrangère, malgré les années. Chaque coin de rue semblait contenir un souvenir qui n'était plus le sien. Lucinda n'était plus là pour l'attendre avec ce thé brûlant qu'elle préparait quand il pleuvait. Elle n'était plus là pour lui dire de prendre sa ventoline avant de courir. Elle n'était plus là, tout simplement. Et Ava, cette étrangère au visage si familier, s'était mise à lui écrire. Chaque matin, Kéron trouvait une enveloppe glissée dans le vieux tiroir du foyer où il avait laissé quelques affaires. L'éducatrice, qui savait, lui disait simplement « Les revenus ». Dans ses lettres, Ava ne cherchait pas à s'excuser. Elle racontait des morceaux de vie, des fragments d'elle. De la jeune fille perdue qu'elle avait été à 17 ans. De l'hôpital où elle avait accouché en silence. De la peur de croiser son regard, de l'avoir aimé en secret. Et de son choix, fuir. Mais ce n'était pas cela qui bouleversait Kéron. C'était la tendresse dans chaque mot, l'humanité. Elle n'écrivait pas comme une juge. Elle écrivait comme une mère qui s'était brisée en 1000 morceaux et qui essayait de les recoller un à un pour faire de la place à son fils. Un soir, alors que la pluie tombait à grosses gouttes sur le toit en tôle, Kéron s'assit sur le lit grinçant du foyer. Il relut cette phrase. « Je n'ai pas été là pour tes premiers pas, ni pour tes premiers mots, mais si tu le permets, je voudrais être là pour les suivants. » Il serra la lettre contre lui, sans savoir pourquoi. Peut-être que la douleur commençait à s'ouvrir, juste un peu, ou peut-être qu'il n'en pouvait plus d'être seul. Le lendemain, à l'aube, il se rendit au palais de justice, non pas pour un procès, ni pour des papiers. Il s'assit sur les marches, sa capuche sur la tête, et attendit, comme un appel muet lancé à l'univers. Ava arriva à 9 heures. Elle faillit ne pas le voir. Puis leurs regards se croisèrent. Elle s'arrêta, le cœur battant. Lui ne bougea pas. Il tapotait nerveusement sa ventoline dans sa poche. « Tu m'as trouvé, dit-elle doucement. » Il haussa les épaules. « Tu m'as laissé beaucoup d'indices. » Elle s'assit lentement à côté de lui. Pas trop près, pas encore. Le silence entre eux était lourd, mais cette fois, il n'était pas hostile. Il était fragile, comme un souffle qui revient après une longue apnée. « Je ne te promets pas d'oublier, » murmura Kéron, « ni de pardonner. Mais... » Il s'interrompit. Le mot était difficile à sortir. Il tremblait au bord de ses lèvres fragiles, hésitant. « Mais je suis fatigué d'être seul. » Ava tourna lentement la tête vers lui. Et dans ce regard, il y avait une larme qu'elle n'avait pas versée pour elle-même, mais pour lui. Elle ne dit rien. Elle lui tendit simplement la main, comme la première fois. Cette fois, il ne la repoussa pas. Il hésita. Puis il la prit. Pas entièrement. Juste du bout des doigts. Mais c'était déjà le début. Lentement, les jours commencèrent à retrouver un semblant d'ordre. Ava n'essayait pas de forcer les choses. Elle l'invitait parfois à déjeuner, à marcher avec elle dans les jardins du tribunal. Jamais chez elle. Elle savait que ce serait trop. Chaque moment était une conquête silencieuse sur le passé. Kéron, de son côté, observait. Il n'appelait pas Ava maman. Il ne savait même pas s'il le ferait un jour. Mais il s'asseyait près d'elle. Il l'écoutait. Et parfois, il parlait. Il raconta Lucinda. Son rire franc, ses plats un peu trop épicés. Son petit carnet de prières usées qu'elle gardait sous son oreiller. Il raconta aussi la dernière fois qu'il l'avait vue, ce matin doux où elle avait fermé les yeux sans bruit, tenant sa main. Ava ne pleura pas. Mais ses yeux se perdirent loin dans le ciel ce jour-là, comme si elle cherchait dans les nuages une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais à qui elle devait tant. « Elle t'a aimé pour deux, murmura-t-elle, peut-être plus encore. » Kéron baissa les yeux. Il n'était pas encore prêt à entendre ce genre de phrase.
Il vivait entre deux mondes, celui de la douleur et celui de la possibilité. Un après-midi, alors qu'ils marchaient ensemble vers un petit marché local, un vieil homme s'arrêta devant eux. Il pointa Ava du doigt, fronçant les sourcils. « C'est vous la juge, hein? Celle qui a envoyé mon neveu en centre pour 5 ans. C'était un bon garçon. Vous croyez qu'on oublie ce que vous faites ?» Il cracha au sol et s'éloigna en marmonnant. Ava resta droite, impassible, mais Kéron sentit sa main trembler. « Tu n'as jamais eu peur de ce que tu faisais ?» demanda-t-il. Elle mit un moment à répondre. « Tout le temps. Mais je croyais que je pouvais séparer la femme de la juge. Aujourd'hui, je sais que je ne peux plus. Je ne veux plus. » Elle se tourna vers lui. « J'ai fait ce métier pour protéger des enfants comme toi, mais j'ai commencé à protéger tout le monde, sauf le mien. » Le mot résonna comme un écho interdit. Le mien. Kéron s'arrêta, le cœur battant. Il la regarda longuement, comme s'il la voyait pour la première fois, non pas comme une juge ni comme une étrangère, mais comme une femme en ruine, tentant de reconstruire. Il détourna le regard. « Je n'ai pas envie qu'on m'appartienne, dit-il. »« Moi non plus. Je veux juste t'accompagner si tu le veux bien. » Ce soir-là, Kéron ouvrit une nouvelle lettre qu'elle lui avait laissée. Une simple page avec une seule phrase au milieu. « Tu n'es pas une erreur. Tu es la décision que je regretterai toujours d'avoir fui. » Il ne pleura pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se coucha avec un battement de cœur un peu plus léger. Pas joyeux, pas réparé, mais vivant. Quelques semaines plus tard, Kéron reçut un appel inattendu de la directrice de l'orphelinat. « Kéron, tu as reçu un colis? C'est de Lucinda. On pensait que c'était une erreur, mais il y a ton nom. Viens quand tu veux. » Le cœur serré, il s'y rendit le lendemain. La directrice lui tendit une petite boîte en bois, scellée avec soin, et une enveloppe jaunie attachée par une ficelle. Son nom, écrit d'une écriture tremblante, « Kéron, mon bébé lumière. » Il attendit d'être seul pour l'ouvrir. Il n'était pas sûr d'avoir la force de lire ce que sa mère adoptive lui avait laissé. Mais il le devait. Il lui devait ça. Il défit doucement la ficelle, ouvrit la lettre. « Mon Kéron, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Mon souffle t'a quitté, mais pas mon amour. Tu sais, j'ai toujours voulu te parler d'elle, de ta vraie mère. Je t'en ai voulu, parfois, de l'aimer sans la connaître. Mais aujourd'hui, je comprends. J'ai découvert qu'elle n'était pas le monstre que je croyais. J'ai gardé une vérité pour moi pendant des années. Une lettre. Elle me l'a envoyée peu après ton arrivée ici. Je ne te l'ai jamais montrée. Peut-être par peur, peut-être par égoïsme. Mais aujourd'hui, elle est là, dans cette boîte. Tu mérites de la lire, tu mérites de choisir. » Les mains tremblantes, Kéron ouvrit la boîte. Une autre lettre, scellée avec le cachet du tribunal. Il la reconnut, l'écriture d'Ava. Il l'ouvrit lentement. « Kéron, je ne sais pas si tu liras un jour ces mots. Je les écris sans garantie, sans espoir, mais avec la certitude que tu es quelque part, vivant. Je t'ai abandonné. C'est un fait, un acte que je n'effacerai jamais. J'avais 17 ans, la peur dans les veines, la honte comme manteau. Mon père m'a forcé à choisir entre lui et toi. J'ai choisi la survie. Pas la bonne chose, juste ce que je pouvais faire à ce moment-là. Mais chaque anniversaire, chaque victoire au tribunal, chaque nuit sans sommeil, tu étais là, dans mes pensées, dans mes prières, dans mes regrets. Je ne veux pas ton pardon, juste que tu saches que tu as été aimé, même de loin, même mal. » Kéron resta longtemps assis, les deux lettres sur ses genoux, comme deux morceaux d'un passé brisé. Il pensait à Lucinda, à sa chaleur, à son rire, à son silence, puis à Ava, à sa rigidité devenue fragilité, à son regard inquiet. Il comprit alors qu'il n'était pas obligé de choisir entre deux mères, qu'il pouvait les aimer toutes les deux différemment. Lucinda l'avait élevé, Ava l'avait porté. Et lui, il portait les deux en lui. Ce soir-là, il alla frapper à la porte d'Ava. Elle ouvrit, surprise.
J'ai lu ta lettre, dit-il simplement. La pâlit. Je n'ai pas le droit de te demander. Je sais, mais j'ai quelque chose à te donner moi aussi. Il sortit de sa poche la photo qu'il avait toujours gardée de Lucinda. Elle souriait comme si elle connaissait déjà ce moment. Elle t'aurait pardonné, tu sais. Ava prit la photo en silence, puis fondit en larmes. Le silence s'était installé dans la pièce. Un silence chargé, pas gênant, mais profond. Ava tenait toujours la photo de Lucinda entre ses doigts tremblants, ses larmes coulant sans fin, comme si des années d'émotion retenues s'échappaient enfin. Kéron, debout devant elle, ne disait rien. Il la regardait non plus comme une ennemie, ni comme une étrangère, mais comme un être humain brisé. « Tu lui ressembles » murmura Ava, brisant enfin le silence. « Pas physiquement, mais ici » dit-elle en posant sa main sur sa poitrine. Elle avait cette lumière. Tu l'as aussi. Kéron détourna un peu le regard, ému. Elle m'a donné l'amour, toi la vérité, répondit-il. Ce sont deux choses que j'ai longtemps cru incompatibles. Mais peut-être que non. Ava sourit faiblement. Ce sourire qu'il ne lui avait jamais vu. Pas celui froid du juge ni celui nerveux des premières fois. Un vrai. Hésitant, mais sincère. J'aimerais apprendre à te connaître, Kéron. Pas comme juge, pas comme celle qui t'a abandonné, mais comme Ava. Juste Ava. Il hocha doucement la tête. Et moi, j'aimerais apprendre à te pardonner, mais laisse-moi du temps. On n'efface pas 13 ans de vie dans une semaine. L'acquiesça humble. Ils passèrent plusieurs après-midi ensemble. D'abord dans la gêne, puis dans les silences partagés. Puis dans des discussions sur l'école, ses lectures, son rêve de devenir avocat. Comme s'il voulait marcher dans ses pas, mais à sa manière. Un jour, il l'invita à venir voir le centre pour enfants dont il rêvait avec Lucinda. Ils avaient commencé à le bâtir avec les anciens amis de Lucinda et des dons anonymes qu'il avait reçus. Certains venaient peut-être d'Ava. Il ne posa pas la question. Ava visita chaque pièce, en silence. Une pièce portait une plaque, salle Lucinda, là où commence la seconde chance. « C'est toi qui as choisi le nom » demanda-t-elle, la gorge nouée. « Oui, elle m'a offert une seconde chance. Je veux que d'autres aient la leur. » À la fin de la visite, ils restèrent debout devant la grande fresque murale représentant un arbre aux racines profondes, portant les noms de tous les enfants passés par l'orphelinat. « Et toi, tu vas écrire ton nom quelque part » demanda Ava. Kéron sourit. « Non, j'ai déjà 2 racines. Ce centre, c'est pour les branches. » Elle le regarda cette fois avec fierté. Pas la fierté froide des réussites publiques, mais celle silencieuse, intime, d'une mère qui reconnaît enfin son fils. Puis, pour la première fois, elle tendit les bras. Il hésita, puis s'y laissa aller. Long, vrai et fragile câlin. Ce jour-là, dans ce simple geste, 2 âmes se pardonnèrent. 2 passés se réconcilièrent. Et Kéron comprit que parfois, le pardon n'est pas un oubli, mais une transformation. Une façon de faire de la douleur une racine et de l'amour une branche. 2 ans plus tard. La pluie tombait finement sur le toit du centre L'Espoir Lucinda. À l'intérieur, les rires d'enfants résonnaient dans les couloirs, comme une symphonie de vie là où autrefois il n'y avait que silence. Kéron, maintenant âgé de 15 ans, était debout devant un petit pupitre en bois. Devant lui, des journalistes, des responsables sociaux, des enfants et Ava. Il tenait un discours pour l'inauguration officielle du centre, ce projet né d'un deuil, d'un amour perdu et d'une vérité retrouvée. Vêtu d'une chemise simple, il semblait plus vieux que son âge. Pas par son visage, mais par ses yeux, ceux d'un garçon qui avait traversé des tempêtes sans jamais cesser de croire en la lumière. « Ce centre n'est pas juste un bâtiment, dit-il d'une voix claire. C'est une promesse. Une promesse qu'un passé brisé peut engendrer un avenir plus juste. Que chaque enfant mérite un regard qui voit, une voix qui croit, un cœur qui reste. » Il fit une pause, le regard posé sur Ava. « J'ai appris que les cicatrices ne disparaissent pas, mais elles peuvent devenir des marques de force. J'ai appris que parfois, ceux qui nous brisent sont aussi ceux qui finissent par nous réparer, même sans le vouloir. »
Ava essuya une larme discrète, assise au premier rang. Depuis 2 ans, elle venait souvent. Parfois en silence, parfois pour parler. Leur relation n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Construite lentement, sur des ruines avec patience. À ceux qui ont perdu, continua-t-il, sachez qu'on peut retrouver. Pas forcément les mêmes personnes, mais une paix en soi. Et parfois, une seconde famille. Les applaudissements furent longs, sincères. Certains enfants l'entourèrent pour lui faire un câlin. Il les serra tous contre lui, comme un frère, comme un protecteur, comme Lucinda l'avait fait pour lui. Après la cérémonie, alors que la foule s'éparpillait, Ava s'approcha de lui. « Tu as grandi, murmura-t-elle. Et toi, tu as changé. » Ils échangèrent un regard complice, plus apaisé. « Tu sais, ajouta Ava, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Le jour de ton jugement, quand tu as crié « Maman », j'ai failli tout abandonner. Ma carrière, mes convictions. Mais ce n'est que quand tu m'as regardé sans haine que j'ai compris ce que voulait dire aimer malgré tout. Il hocha la tête, les yeux humides. Ce jour-là, j'ai pleuré, mais aujourd'hui je souris. Ils s'assirent ensemble sur un banc, regardant les enfants jouer sous la pluie fine. Kéron tendit la main et elle la saisit. Plus de mots, juste une présence. Et dans ce silence partagé, il n'y avait plus de juge ni d'accusé, plus de secret ni de douleur. Seulement une mère. Et un fils. Le centre L'Espoir Lucinda était devenu bien plus qu'un lieu d'accueil. C'était un sanctuaire pour ceux que la vie avait brisés, un phare pour ceux qui cherchaient encore leur chemin. Sur ces murs, des dessins d'enfants, des messages d'amour, des photos figées dans le temps. Et au cœur de tout cela, l'empreinte invisible d'un garçon devenu symbole. Kéron continuait d'y venir, même après ses 18 ans. Non plus comme un pensionnaire, mais comme un guide. Il racontait son histoire à ceux qui doutaient. Il écoutait en silence ceux qui n'osaient plus parler. Il construisait chaque jour ce qu'on ne lui avait pas offert au départ, un avenir. Ava, elle avait quitté le monde judiciaire. Elle enseignait désormais le droit, mais avec un regard plus doux, plus humain. Son combat avait changé de cible, ce n'était plus punir, mais prévenir. Elle parlait souvent de l'importance d'écouter, de voir au-delà des apparences. Parfois, elle évoquait un garçon qui l'avait changé à jamais, sans donner de nom. Ils ne vivaient pas ensemble. Pas encore, mais leurs chemins restaient liés. Il y avait entre eux ce fil invisible, forgé dans les flammes d'un passé commun, mais renforcé par le pardon. Un lien indestructible parce qu'il avait été choisi et non imposé. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le centre, Kéron écrivit ces mots sur un carnet qu'il gardait toujours sur lui. « Je ne suis pas né dans les bras de ma mère, mais j'y suis revenu. Et c'est là que commence vraiment ma vie. » Il referma le carnet, le cœur apaisé. Car certaines histoires ne commencent pas à la naissance. Certaines naissent du chaos, de l'abandon, de l'injustice, et trouvent leur vérité dans la lumière que l'on décide d'allumer, envers et contre tout.